Et bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis toujours accompagnée d'Elsa. Elsa, ça va bien? Ça va, Myriam, et toi, ça va? Ça va bien, j'ai la forme. Bah, justement, la thématique, c'est de parler des gens qui vont pas forcément bien et qui, du coup, ont des spécificités qu'on a analysées sur plein de clients qu'on a pu accompagner. Aujourd'hui, on va parler des personnes qui sont en situation de fatigue chronique, qui ont du mal à récupérer de leur effort, voilà, un problème de cicatrisation aussi, ceux qui font de la kiné pendant longtemps, par exemple, et qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes, ceux qui n'arrivent pas à prendre de la masse musculaire. Et en fait, du coup, on a identifié une cause spécifique qu'on va élaborer aujourd'hui, qui est du coup un déséquilibre hormonal. C'est quelque chose qui d'ailleurs te tient à cœur et tu as pu d'ailleurs même toi te plonger dans un sujet qui est lié à ça, qui est l'épuisement surrénalien. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet et de ce que tu as pu faire récemment? Ouais, merci de me donner l'occasion d'en dire un petit mot. C'est un grand sujet pour moi, dans les consultations que j'ai pu avoir qui étaient pas forcément avec les sportifs, mais avec les sportifs, ça prend une dimension encore plus intéressante et plus importante et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le lien aussi avec la fatigue, le manque de récupération, le manque d'anabolisme musculaire, et donc ce sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne depuis plusieurs années, c'est, la fatigue des surrénales et ça on pourrait le développer, plein d'axes autour de cette question. C'est un sujet qui est pas très connu, dont souvent on peut tourner autour dans des consultations parce que l'ensemble des symptômes n'est pas trop mis en lien. Et moi, j'ai développé à force d'observer mes patients, mes clientes et même mon entourage, un peu un œil particulier pour repérer ces trucs-là et en faire une espèce de tableau d'analyse clinique et de prise en charge. Et tout ce savoir, ces observations et ces réflexions, je les ai compilées et j'ai la chance d'être publiée aujourd'hui dans un livre qui s'appelle Fatigue chronique et si c'était un épuisement surrénalien et qui va sortir au mois d'avril et qui est en précommande depuis quelques jours. Donc voilà, c'est la grande nouvelle de ma Et, carrière et- du moment. Bah, félicitations, c'est un bébé de plus du coup qui arrive pour toi. Et j'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Tu sais, souvent dans la sphère médicale, on peut critiquer ce fameux épuisement surrénalien. On peut dire oui, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ça? Moi, je suis pas médecin, donc en fait, moi, je suis très en paix avec ça maintenant, depuis quelques années que je travaille en santé fonctionnelle, parce que, on fait pas le même métier. C'est ce que je dis aux gens que j'accompagne, il y a pas de problème, en fait, chacun son travail. Moi, je fais pas de diagnostic, je fais pas de traitement, je suis pas impliquée dans des choses de médicales graves, donc c'est très important d'ailleurs que les patients, ils continuent d'avoir, leur médecin à côté. Et donc, la fatigue des surrénales, l'épuisement surrénalien, on peut appeler ça comme on veut, c'est clairement du domaine du fonctionnel. Donc, moi, j'ai absolument aucun doute sur le fait que ça existe. Après, on peut discuter de toutes les subtilités qu'il y a à l'intérieur de ça, parce que, en gros, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ce dont on parle souvent, c'est burn-in, burn-out. Et ça, c'est vraiment des grandes catégories, mais il y a plein de nuances de gris entre tout ça aussi, que moi, je mets dans le sac de la fatigue surrénale, on va dire. Ce mot, c'est pas moi qui l'ai inventé. Dans la littérature anglo-saxonne, c'est vraiment admis de parler de ça. Donc, je pense qu'il y a aucun doute, mais peut-être c'est pas un diagnostic médical, mais c'est OK en fait, parce que moi je fais pas de Ouais. diagnostic médical. C'est intéressant et c'est vrai que souvent quand on parle d'épuisement surrénalien, c'est vrai que du côté anglo-saxon, c'est des choses qui sont quand même bien développées, qui sont étudiées. Mais c'est sûr que l'angle de ces études, elles sont sur des diverses études scientifiques qui touchent divers paramètres chez la personne et donc la biologie aujourd'hui nous permet de pouvoir, améliorer, nos connaissances, des choses il y a 10 ans en fait, c'est des choses qui étaient pas forcément au point, dans l'étude ou dans le recul ou même dans le nombre d'études qui ont été menées. Et aujourd'hui, c'est quelque chose est assez, qui est non seulement qui permet d'être opérable, c'est-à-dire qu'on peut améliorer des symptômes qui viendraient d'un burn-in, on peut améliorer des symptômes qui viendraient d'un burn-out et donc de la fatigue surrénalienne parce qu'aujourd'hui, il y a le recul et le recul chiffré des études. Et c'est sûr qu'un médecin, il opérera sur le moment où vraiment, c'est critique.
et donc il pourra après, lui, aller, aider la personne. Il y a aussi des maladies, congénitales et cetera qui vont dans ce panier-là et c'est vraiment les médecins qui opèrent là-dessus. Mais il y a des moyens d'améliorer les symptômes quand on rentre dans certaines cases ou quand on a une clinique ou de la biologie qui va dans ce sens. En fait, Donc justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que, il y a un auteur, anglo-saxon justement qui a écrit un super bouquin, pour moi le premier livre que j'ai lu sur ce sujet qui n'est pas traduit en français, qui lui justement dit qu'avant les médecins connaissaient ça et que, c'était enseigné et c'était, vraiment admis et justement uniquement par la clinique. On parle de ça, il y a plus de 100 ans. Avant, la possibilité de synthétiser de la cortisone, comme traitement en synthétique, comme on n'avait pas accès à ça, toutes les problématiques autour de ces hormones-là, puisque le cortisol, c'est la version naturelle de la cortisone que fabriquent justement les surrénales. Mais ça, on va peut-être pas trop en parler aujourd'hui. En tout cas, avant cette époque-là, le recours à de la substitution hormonale très forte était beaucoup plus compliqué, enfin était inexistant. Et donc, l'observation clinique et la médecine un peu, on va dire, empirique, était prédominante et donc on mettait pas en question le fait que ça existe, ces notions de surmenage, de fatigue de la glande surrénale. Et après, ça a un peu disparu de la sphère médicale et de l'enseignement des médecins. Et donc aujourd'hui, il y a le burn-out quand même, ça existe, un diagnostic, c'est validé en France, médicalement. Mmh. surtout au niveau professionnel. Et moi, ce que je défends aussi, c'est de parler, de l'épuisement des surrénales ou du burn-out, si on tire à ce terme, pas seulement professionnel. Parce qu'il y a aussi, une notion d'épuisement qui peut être familial, par exemple. Ça, on pourrait en parler, des nuits Oui. sans sommeil, de nos enfants chéris, et aussi sportifs. Et ça, c'est clairement un sujet que toi, tu vois tout le temps en consultation, des gens qui se mettent dans une sorte de surmenage, de désadaptation au stress, mais qui n'est pas forcément un stress émotionnel dans le sens ma vie est terrible, mais aussi un stress physiologique parce qu'on peut faire le choix très enthousiaste d'être très entraîné, mais s'entraîner beaucoup, ça représente un stress pour l'organisme et ça a des conséquences. Ouais, c'est surtout, au-delà de s'entraîner beaucoup parce que le corps, il est quand même résilient, c'est de mal s'entraîner et en fait, à partir du moment où, l'entraînement n'est pas forcément cohérent, on se retrouve avec des athlètes qui sont, dans ces épuisements surrénaliens qu'en fait, on peut mettre en parallèle au surentraînement, non fonctionnel et du coup, ça souvent, c'est celui qui mène à un moment à l'arrêt de l'activité. Et il y a différents types de surentraînement et en vrai, c'est un petit peu comme, c'est drôle, on peut faire le parallèle au burn-in et puis au burn-out. Avec un surentraînement qui est fonctionnel, on est sur du burn-in, mais il faut qu'à un moment donné, la réponse, elle s'éteigne et qu'on puisse cicatriser, qu'on puisse récupérer pour revenir, sur un aplat physiologique, quoi, l'homéostasie, donc l'équilibre du corps. Mais après, il y a un moment donné où on n'arrive pas à justement à récupérer assez et en fait, on creuse à chaque fois, en fait, on inverse la courbe de l'évolution, de la progression qui devrait normalement être: je m'entraîne, j'ai un pic, du coup, hop, je viens ici être désadapté, puis je récupère, donc ça me permet d'être réadapté à l'entraînement et si je commence à m'entraîner tout de suite, en fait, je fais baisser la courbe, mais alors que je dois attendre encore un petit peu, je fais remonter ma courbe de récupération et là, en fait, je me redésadapte, mais du coup, je me désadapte moins bas et c'est ça, dans le temps, qui permet de progresser. Et les gens qui ne respectent pas une récupération assez adéquate, alors peut-être si elle est courte, ils n'ont pas assez en fait, de tactiques ou techniques pour mieux récupérer plus vite. Par exemple, bien dormir, hein, des choses simples, bien manger, essayer de recalibrer son système nerveux. Il y a plein de choses comme ça qui permet d'accompagner. En fait, c'est des personnes qui vont se désadapter dans le temps et qui seront dans un surentraînement non fonctionnel pour après aller dans un surentraînement tout court. Et donc aujourd'hui, dans ce cadre-là, même chez le sportif, la fatigue chronique, le désamour d'une activité, le fait qu'on prenne du poids, surtout autour de la taille. Moi, j'ai plein d'athlètes qui me disent: «Je comprends pas, je m'entraîne, 15-16 heures par, semaine. Pourquoi j'ai du gras sur le ventre?» Tout ça et en fait, on a un responsable, et du coup, c'est enfin responsable, les responsables, mais on sait physiologiquement ce qui se passe et aujourd'hui, le but, c'est de l'expliquer.
On est bien Ouais, d'accord. en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, au niveau de nos glandes surrénales, on a plein d'hormones qui sont synthétisées, plein de substances. Je peux pas en parler de toutes. Par exemple, il y a l'adrénaline. Si je dis ça, tout le monde connaît ce que c'est de l'adrénaline. Mais on va pas parler de l'adrénaline, pas trop. Il y a aussi des hormones stéroïdes. Donc, ce mot-là aussi, il parle souvent aux sportifs, sans forcément qu'on sache ce que ça veut dire. Hormones stéroïdes, ça veut dire que c'est des molécules qui sont fabriquées à partir d'une molécule de cholestérol. Voilà. Et elles sont toutes de la même famille. C'est la même famille que les hormones sexuelles. Et les hormones des surrénales, il y a principalement le cortisol, celui-là aussi tout le monde en a déjà entendu parler, et la DHEA. Je vais juste dire un mot du cortisol rapide, parce que juste parce qu'il a mauvaise presse, et surtout en ce moment, moi je vois passer plein de pubs, de techniques, Baisser de son cortisol. programmes, d'applis contre lutter contre le cortisol, hormone du stress. Donc, bah non, en fait, le cortisol, on en a besoin. Si on n'avait pas de cortisol, on serait mort. Donc, le cortisol, c'est une hormone anti-inflammatoire, antihistaminique, régulatrice de l'immunité, de la glycémie, de la digestion. Donc, on l'aime bien. Le problème, c'est la dérégulation, et ça, c'est des sujets complexes. Voilà, je ne vais pas trop rentrer plus Et je vais là-dedans. juste un parallèle à ça, avant que tu ailles sur, le reste, c'est que chez les sportifs, c'est ce qui nous fait progresser aussi. Mais du coup, c'est la manière dont on va remodérer et moi, je vois bien quand ce cortisol est forcément dérégulé, tous les symptômes, histaminiques, allergies et autres, ça vient de là. Voilà, donc Bien sûr, mais c'est c'est pour pas ça que ça. j'insiste. Retenez, on n'est pas tous obligés de devenir des experts de l'hormono, mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, le cortisol, il est antihistaminique, anti-inflammatoire et hyperglycémiant. Donc ça paraît évident que pour fournir un effort et pour avoir de la performance, à un moment donné, hein, dans un temps donné, on en a besoin. Donc le but, c'est pas lowest is the best, c'est comme le cholestérol. Faut modérer en fait nos pensées sur les hormones. Et bah, par contre, il a un défaut. En fait, souvent, j'amène comme ça quand j'explique. Le cortisol, il a un gros défaut, c'est qu'il est catabolique. Catabolique, ça veut dire qu'il détruit les tissus pour rendre justement le sucre, le glycogène disponible pour son effet hyperglycémiant. Il va casser de la fibre, il va casser du muscle, et ça, on n'aime pas, surtout quand on est sportif. Donc, le corps est bien fait. On a une deuxième hormone stéroïde aussi, donc de la même famille, assez proche au niveau de sa structure, qui s'appelle la DHEA. Et celle-là, bah, je pense qu'on en parle moins. Et c'est dommage parce que celle-là, c'est mon hormone préférée. La DHEA, elle est anabolique, justement. Donc, elle vient contrecarrer les effets de dégradation du cortisol. Donc, quand on a les deux en proportion, et le corps, il sait faire sa petite cuisine en permanence tant qu'on n'est pas désadapté, bah, du coup, on n'a pas les effets négatifs du cortisol, on est protégé. Dans mon livre, j'ai fait un parallèle en disant que le cortisol, ça serait comme si on imagine que la gestion du stress, ce serait comme un chevalier qui part au combat. Le cortisol, c'est l'épée, il peut aller au combat, et la DHEA, c'est l'armure. Donc, c'est du métal, les deux, mais ils servent pas à la même chose. Et si tu as les deux, c'est cool. Si tu en as un et pas l'autre, ça commence à devenir compliqué. Et si tu n'as plus aucun des deux, tu pars en slip au combat, ça devient compliqué. Et c'est ça qui se passe en fait quand on est à l'orée du burn-out. Ben voilà, c'est comme le chevalier qui part au combat en slip, et on imagine bien que ça se passe pas très bien, quoi. J'en vois Et plein moi donc des sportifs en la slip. DHEA, Des sportifs en slip, voilà, sur des stades ou, dans une box de CrossFit, j'en vois beaucoup. c'est une image. Mais la DHEA, du coup, vu que c'est la protection, c'est pas vraiment l'hormone de l'action. Ça peut être, c'est décrit comme ça, c'est pas toujours comme ça, mais ça peut être la première à dégringoler quand il y a une désadaptation. Et donc, on n'a pas directement les effets cliniques d'un burn-out. On va pas forcément avoir quelqu'un qui reste au lit le matin, qui en peut plus, qui a mal à la tête, qui est tout le temps malade. Voilà, c'est pas l'épuisement surrénalien. C'est pas vraiment de ça dont on veut parler aujourd'hui. Mais une DHEA basse, alors on pourra parler un peu des cas parce qu'il y a physiologique et plus ou moins physiologique. Mais en tout cas, une DHEA qui n'est plus assez haute, ça expose à des problématiques spécifiques de la DHEA basse, dont particulièrement tout ce qui est lié à l'anabolisme, donc la réparation, la fabrication de tissus. Bon, bah, du coup, là, Myriam, je te laisse en dire un mot sur les manifestations de manque de DHEA quand quelqu'un veut prendre du muscle ou quand quelqu'un a des problèmes de cicatrisation. Ah oui, bah, je peux prendre du coup mon cas, personnel, par exemple, après l'accouchement. Donc, moi, j'ai eu une césarienne et donc j'avais fait ma biologie et donc j'ai pu analyser, un des marqueurs qu'on peut
utilisé qui est sulfate de DHEA et on va expliquer pourquoi celui-ci et pas la DHEA directement, mais du coup qui était basse chez moi forcément, hein. On est quand même assez épuisés après, tout ce temps parcouru, dans soit enceinte ou soit après, dans l'accouchement et autres ou dans la fatigue et puis, en fait, moi j'ai eu du mal à cicatriser, ma cicatrice est toujours gonflée. Au bout de 10 mois, bon, elle est encore gonflée, rouge à certains endroits et en fait, c'est vraiment tout ce qui est, moi, c'était symptomatique, hein, soit manque de cortisol, avec, aussi une DHEA qui était, du coup, très basse et j'ai allaité encore jusque 15 mois donc forcément, moi, je savais que la DHEA, ce serait mon sauveur mais du coup, je la regardais du coin de l'œil, voilà, tous les jours mais sans pouvoir, peut-être me supplémenter pour accélérer ça. Et du coup, ben, j'ai commencé à me supplémenter, dès l'arrêt du coup de l'allaitement et en 2 semaines, j'ai eu un changement drastique sur ma cicatrice et j'ai pu faire ça aussi parce que du coup, je suis pas dans un circuit compétitif. On va aussi expliquer, le pourquoi du comment parce que c'est une forme de dopage, hein, donc on va pas aller là-dessus. Mais en soi, moi, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui, ben, auraient la biologie, qui seraient accompagnées et qui ont ces symptômes. C'est quelque chose qui a été drastique, quoi, chez moi. Ouais, spectaculaire. Donc là, tu parles de substitution, donc on précise parce que nous, on a l'habitude, mais on peut donc prendre cette hormone comme un complément alimentaire, mais c'est une hormone de substitution, mais qui n'est pas, soumise à la prescription. Donc c'est vrai qu'on peut l'acheter sur internet et on peut en prendre. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire à tout le monde d'en prendre, pas du tout. Il y a d'autres stratégies, on en parlera à la fin, un peu, aussi pour optimiser sa propre synthèse de DHEA. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, malheureusement, je sais pas, c'est la nature, mais la DHEA, elle baisse naturellement avec l'âge. Donc, on en discutait, est-ce que ça baisse à partir de 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans? Ça baisse en tout cas, à la puberté, c'est là qu'on a la DHEA la plus haute. D'ailleurs, on en a dit un petit mot, la semaine, enfin, pas la semaine dernière, au premier podcast. 2 semaines, ouais. Chez les adolescents, c'est la DHEA est très élevée et puis après, à partir du moment où la puberté est installée, ça va faire que dégringoler. Donc c'est sûr que, on est moins aidé quand on a, 40, 50, 60 ans et plus. Hem, mais il y a aussi des 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 différences entre les personnes. Moi, tu as parlé de ton cas, alors moi je vais parler de mon cas légendaire, c'est que moi j'ai une DHEA très élevée à mon grand âge de 40 ans. J'ai fait des dosages aussi par curiosité, hein. Évidemment, aucun symptôme de manque de DHEA. Mon symptôme est plutôt lié à l'excès de DHEA. Vraiment, je raconte ma vie, mais moi, si je ne fais rien, j'ai des poils sur le menton et je pense qu'il y a d'autres femmes de 40 ans qui vont se sentir, concernées. Donc bon, bah, on les enlève, et puis surtout, on se supplémente pas parce que la DHEA, j'en ai parlé comme une hormone, anabolique. On parle aussi d'elle comme une hormone de jouvence, bah, due au fait qu'elle baisse avec l'âge. Donc en fait, les gens qui ont un physique plus jeune, ils ont une DHEA plus élevée. C'est logique. Quand on a une DHEA plus élevée, on répare mieux ses tissus, donc on a moins de rides, on a un visage qui est plus ferme, on est plus musclé, on a une meilleure composition corporelle. Donc voilà, hormone de jouvence, hormone de performance, mais aussi hormone androgène. Elle est assez proche de la testostérone, elle peut se transformer en testostérone. Donc chez les femmes particulièrement, c'est un peu sensible, parce qu'on va pas faire n'importe quoi avec une DHEA élevée, surtout si c'est artificiel, si on se supplémente en faisant n'importe quoi, et ça existe, il y a des gens qui font n'importe quoi. On peut venir, aussi, déséquilibrer ses hormones sexuelles, son cycle, sa fertilité et cetera, et effectivement, tu l'as mentionné, c'est, interdit en compétition parce que c'est une hormone, c'est un stéroïde anabolisant, hein, donc si Mmh. on prend, des caisses pleines, forcément, on est dopé. Nous, ce qu'on défend dans la pratique en santé fonctionnelle et les médecins fonctionnels, c'est pas du tout cette pratique-là. C'est de faire de la substitution à hauteur de la physiologie chez quelqu'un qui en a besoin. Et donc, Oui. tu l'as dit, chez toi, c'était vraiment spectaculaire rapidement sur tes cicatrices. Moi, j'ai vu vraiment, des effets, ce que je trouve le plus spectaculaire dans les patients que je suis, quand ils décident d'en prendre et c'est toujours, c'est pas au début, quoi, parce que moi, je fais plein d'autres choses avant, en naturel, l'alimentation, la phytothérapie, la gestion du stress, le sommeil, tout plein de choses. Mais j'ai des gens dans mes patients ou autour de moi qui ont décidé d'en prendre au bout d'un moment et le témoignage que j'ai le plus spectaculaire et rapide, comme tu dis, ça se compte vraiment en jours, c'est plutôt par rapport à la gestion du stress sur le plan émotionnel et ça pour moi, ça a été,
d'observer ça, enfin de le recevoir, ce que les gens me racontaient, ça m'a permis, de comprendre aussi le fonctionnement de cette hormone qui est assez peu documenté sur le plan, de l'humeur, de le plan émotionnel, en fait. La sensation d'avoir des ressources, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, bah, tu me diras si tu l'as observé, parce que je pense que c'est intéressant de faire le parallèle avec le sportif. Souvent dans mon interrogatoire clinique, avant même d'avoir accès à de la biologie, parfois j'ai pas accès à de la biologie, je peux, faire une hypothèse sur le manque de DHEA quand les gens me décrivent, en fait, cette situation un peu, où effectivement ils arrivent à gérer les événements, enfin ils arrivent à gérer leur vie, on va dire, sont encore une fois, ils sont pas en burn-out. Ils arrivent à se lever le matin, emmener leurs enfants à l'école, aller à l'entraînement, faire des trucs, aller au boulot. Mais par contre, s'il y a un imprévu, s'il y a un truc en plus qui leur tombe dessus, alors là, ils lâchent la rampe et aussi bien au niveau émotionnel, donc ça peut être, j'ai cassé la clé dans la serrure, je m'assois par terre et je sanglote. C'est des vraies histoires qu'on m'a racontées, hein. Hem, et ça peut être sur le plan physique. C'est pareil, des trucs qu'on m'a racontés, une nana qui, dès qu'il y avait, un truc en plus à gérer, au niveau de ses enfants, le sac de piscine, le cadeau de fin d'année de la maîtresse, elle avait un état grippal. Vraiment, fièvre, épuisement, couchée, mais pendant 3 heures. Donc c'est pas la Mmh. grippe qui dure 3 heures. C'est vraiment un effondrement physiologique qui fait que, bah, tout flambe, et puis après tu arrives à reprendre le dessus. Donc tu es pas complètement en burn-out, tu arrives à reprendre le dessus, mais cette espèce de ouais, de manque de ressources totales au niveau émotionnel. Moi, petite anecdote, un truc, je pense que j'ai une très, très bonne DHEA, de base, ça c'est génétique, tant mieux pour moi. J'ai des bonnes surrénales, mais ça m'arrive quand même de tirer un peu sur la corde au niveau du stress et il y a quelques mois, je me souviens, j'avais enchaîné pas mal de trucs d'ailleurs, entre autres, un shooting photo pour le livre. J'étais partie en Belgique, j'avais couru partout, j'avais fait plein de trucs et dans la foulée, j'allais à un festival de danse, donc pareil, assez sportif, on dort peu et cetera. Et je me suis retrouvée au supermarché à me dire: «Bah, il faudrait que j'achète des trucs pour le festival parce qu'on va manger, entre 2 cours, il faudrait que j'ai des trucs pratiques», et j'ai buggé, quoi. J'étais dans le rayon et je regardais, la nourriture et je ne savais plus du tout ce qu'il fallait acheter. Et c'est vraiment le cerveau qui shut down parce que, bah, trop de surmenage et tu peux plus prendre de décision. Donc je pense que c'est là où, bah, je fais le lien, en fait, avec cette explication que je me suis faite sur la DHEA. Bah, la DHEA, c'est un androgène et les androgènes, ils aident à prendre des décisions. Ouais. Donc c'est vraiment un signe clinique qui est très subtil, mais quand il est là, il est assez clairement identifiable. Et c'est vrai qu'on parle toujours, par exemple, dans les hormones androgènes de cette, libido, par exemple, pour la testo ou autre, qui du coup serait aussi, liée à ces symptômes. Mais du coup, la DHA aussi, c'est à partir du moment où on de manque de confiance en soi, qu'on n'arrive pas à prendre de décision ou autre, c'est lié quand même à cette déficience ou un manque, d'hormones androgènes. Et moi, ce que je vois du côté des sportifs et ce que j'utilise beaucoup, c'est le ratio cortisol-DHEA ou, cortisol-testo. Tout dépend en fait de comment est-ce qu'on peut investiguer et en gros, si un emporte sur l'autre, c'est que vraiment on est dans un ratio de catabolisme, par exemple, si le cortisol l'emporte et quand la DHEA est bonne, et supérieure au cortisol, on est sur quelque chose d'intéressant et là, on est justement sur un schéma qui permet de dire qu'on progresse. Par contre, dès qu'on commence à aller sur une baseline où on est en catabolisme avec un cortisol plus haut que les hormones androgènes, testo ou DHEA, et ben, on est sur, quelque chose qui entraîne vers le surentraînement, vraiment qui devient non fonctionnel et donc au burn-out à proprement dit. Et ce qui est assez drôle et c'est on n'a pas le même type de clients, mais en fait, quand moi je vois les sportifs et quand, moi je vais rapidement en fait sur le dosage, du sulfate DHEA parce que c'est des sportifs et souvent dans l'intensité et en fait, je vois qu'à partir de, allez, certains 30 ans, mais 35 ans avérés, le sulfate de DHEA est déjà, largement, alors proche de la norme basse du labo, donc c'est déjà pas bonne nouvelle, mais qu'elle est vraiment pas dans la bonne norme fonctionnelle. Et quand on dit 45 ans, normalement, c'est le moment où ça décroît. Moi, je le vois chez des personnes qui justement s'entraînent tout le temps, ne lâchent rien, sont toujours dans le souci de devoir, surperformer ou, dans l'ego, dans l'entraînement et ben, en fait, ils ont cette DHEA qui est basse et ça se voit.
Autre on va dire ces symptômes qui viennent, c'est pour ça qu'ils viennent me voir en disant, voilà, j'ai plus envie, je m'entraîne pas bien, je prends du gras, je comprends pas. En fait, c'est que leur visage le traduit. Et si vous voyez des sportifs, bah, justement avec une peau beaucoup plus fine, avec et je le vois beaucoup chez les trailers, par exemple, vraiment, une peau fine, du coup des ridules, qui sont vraiment marquées au niveau du visage, surtout au-dessus des lèvres. Bah, en fait, tu dis: «Waouh, bah, lui, il a dû taper dans sa caisse». En fait, c'est comme s'il tapait dans son énergie vitale. Pour moi, il y a un peu comme, on peut parler en médecine chinoise, en fait, c'est une énergie vitale que l'on a et on a un seau qui est plein et ben, ces sportifs qui gèrent mal l'entraînement viennent vider leur seau de manière trop importante avant en fait le vieillissement naturel et ils ont exactement tous les critères, sur leur visage, leur qualité de peau, sur plein de choses comme ça et moi je le vois par exemple, j'ai commencé à m'entraîner à haute intensité il y a 15 ans et environ 3-4 ans après, j'ai commencé à voir vraiment, bah, j'ai perdu du poids aussi. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est la perte de poids, c'est logique, j'ai le visage qui s'est affiné et autres» et en fait, avec, bah, la pratique et la biologie et quand je vois aujourd'hui, où j'en suis, bah, en fait non, j'étais déjà dans ces symptômes qui étaient, un manque qui commençait à arriver, qui était pas enfin, je commençais à vraiment décroître rapidement de cette hormone qui est importante. Alors aujourd'hui, je pense que le but de ce podcast, c'est pas forcément de dire: «Il faut prendre ça». Moi, je vous rappelle encore, hein, une fois pour les sportifs, c'est quelque chose qui est, testé et qui est du coup dans le passeport biologique de l'athlète. On voit quand il y a une supplémentation, on peut le détecter. Donc il faut vraiment pas, du coup, jouer avec ça. Par contre, nous, on peut vous donner des moyens et c'est comme ça qu'on procède. C'est la rustine, la complémentation. Le but, c'est comment est-ce qu'on va aider les personnes à vaincre cette fatigue chronique, ce vieillissement prématuré, ben, tous ces symptômes qui sont liés, ben, aux hormones, androgènes qui commencent à être déficientes, donc catabolisme, difficulté de prendre du muscle, difficulté de cicatriser, de récupérer, dans la pratique et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut opérer par le début de la pyramide, c'est nos habitudes et donc on va, parler de ça. C'est surtout ça l'idéal, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment des gens sur l'histoire du visage. Alors, on pourra reparler, je pense, une autre fois. C'est un bon sujet du vieillissement, chez les sportifs et les sportives. Peut-être les femmes, ça les bouscule un peu plus parce qu'il y a aussi toute la question du stress oxydant, mais c'est une autre question. Oui. Mais parfois, j'ai des gens effectivement qui viennent en consulte, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout à fait le même profil, hein, de personnes, et qui me disent, «J'ai l'impression d'avoir pris, 10 ans dans la gueule en 3 mois». Alors ça, c'est vraiment le signe, quoi. Parce Ouais. que bon, on vieillit tous, hein, on s'oxyde, on fait de l'oxydation, de la glycation, on fait des ridules, on a des déclins hormonaux, il y a d'autres hormones qui sont impliquées, il y a plein de choses, mais tu prends pas, ton visage ne vieillit pas de 10 ans en 3 mois. Et en général, spontanément, les gens, ils le font, ils mettent le lien avec un épisode de leur vie, un événement, un truc stressant Un qui stress, vient ouais. s'ajouter à autre chose. Et ça fait partie aussi de la manière dont je travaille, quand je travaille chez des fatigués surrénaliens. C'est aussi de réussir à je leur demande pas le détail parce que ça concerne leur vie privée et parfois ça peut être des choses, un peu enfin très personnelles. Mais, je mets en place la question de: «Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?» parce qu'il y a souvent une accumulation de différentes choses. Ça, je trouve que c'est important que les gens comprennent que la notion de stress, quand nous on dit le stress, première fois qu'on prononce ce mot, ils entendent, le stress, émotionnel. Je suis Mmh. stressé au travail. Mais en fait, le stress pour le corps, c'est pas que ça, c'est toutes les surcharges, en fait. Donc effectivement, on a dit la surcharge d'entraînement ou un mauvais entraînement avec des mauvaises plages de récupération, ne pas manger assez ou ne pas manger correctement, ne pas dormir la nuit, quelle que soit la raison, parce que quand on a effectivement un petit enfant qui nous réveille la nuit, bah, c'est une bonne raison, on va dire, et on n'y peut rien, mais c'est quand même une réalité. Les voyages, hein, chez les sportifs qui font de la compète, moi j'en ai vu, qui partent en il se reconnaîtra, championnat du monde de danse au Mexique, avec le décalage horaire, le changement de climat, le changement d'alimentation, plus le stress que ça représente d'aller en représentation, pour un championnat du monde, bah, tout ça, en fait, le corps l'encaisse de la même manière. Il y a pas de hiérarchie. Le corps, il va prendre les sources de stress, pareil, des écarts de température. Je pense que tu as des sportifs qui vont s'entraîner en haute montagne et puis, 2 semaines après, ils font un trail, je sais pas où, à la plage ou dans le désert. Donc tout ça, c'est des sources de stress pour l'organisme.
Donc, on a dit, la DHEA, elle baisse naturellement avec l'âge, ça fait partie du déclin hormonal, ça fait partie du vieillissement. Mais si on surcharge notre demande en permanence et qu'on surcharge nos surrénales qui sont là tout le temps pour être en train de compenser ou d'essayer de nous adapter au stress qu'on lui inflige, bah, effectivement, au bout d'un moment, il est possible qu'on n'ait plus suffisamment de DHEA, même proportionnellement à l'âge, et qu'on se retrouve dans ce phénomène de désadaptation, même en étant jeune, avec tout ce que ça implique et ce que tu as mentionné. Donc nous, en pratique, quand on a une personne en consultation, et qu'on a identifié ce problème par la clinique et ou par la biologie, la première question qu'on doit se poser, c'est, comment je peux faire pour essayer de rétablir sa fonction? Parce Mmh. qu'effectivement, la supplémentation et surtout la substitution hormonale, nous, en général, on n'y a pas accès. La majorité des hormones, c'est sur, prescription médicale. Donc de toute façon, on a appris à travailler sans. Et effectivement, c'est une logique autre. Ça a sa place aussi, hein, de dire faire de la substitution hormonale. À un moment donné, le corps a besoin, il y a pas d'autre solution et ça va lui permettre de récupérer des fonctions, bah, C'est tant une mieux. béquille, Il oui. faut le faire quand il y a besoin et quand il y a un médecin qui est d'accord, et cetera. Mais avant ça, on peut essayer d'être dans la logique de la santé fonctionnelle, qui est de dire, bah, j'essaie de identifier là où les causes et corriger et ramener, de la fonction parce que le corps, il sait faire pour aller bien. Donc bah, il y a 2 axes en fait, par rapport à la DHEA, la fatigue surrénalienne. Bah, c'est la glande elle-même, la glande surrénale, dans quel état elle est. Est-ce que, c'est un débat, hein, mais on peut y aller dans ce débat. Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce que je peux la soutenir? Est-ce que, c'est la glande elle-même qui est en souffrance, on va dire? Et puis il y a la molécule hormonale elle-même. La DHEA, c'est une molécule et pour la fabriquer, il faut, bah, tout un une chaîne de production biochimique, Mmh. plusieurs étapes qu'on peut identifier et qu'on peut soutenir. Oui, Entre autres, dans cette chaîne de production, il y a la mitochondrie, qui est vraiment la chaudière énergétique de la cellule. C'est dans cette zone de la cellule que sont fabriqués les stéroïdes, tous. ouais. Et bah, je vais te laisser faire une Non, bah, petite exposition sur la mitochondrie et à comment on la soutient la mitochondrie, particulièrement avec un nutriment qu'on avec adore chez les l'ATP, tout sportifs. ça. Bah, oui, en fait, mitochondrie, c'est vraiment, l'usine énergétique de tout le monde, mais chez le sportif, elle est surutilisée, notamment après dans la filière aérobie, mais en fait aussi, elle renouvelle toutes les filières précédentes. Donc en fait, pour faire des efforts explosifs, des efforts qui sont à haute intensité, des efforts qui sont longs, quoi qu'il arrive, on aura besoin de la mitochondrie. C'est des usines à énergie. Elles produisent aussi de la pollution, donc il faut ce qu'on appelle le stress oxydant et c'est ça aussi qui peut faire, vieillir rapidement un sportif quand on le voit. Mais par contre, nous, on l'utilise beaucoup. On utilise énormément de cofacteurs aussi, donc pour, que cette, mitochondrie soit saine, en tant que sportif, où on a souvent certaines sensibilités, par exemple, un manque de fer, pas beaucoup de vitamine C. On pourrait avoir, coenzyme Q10 qui est surutilisé, par la mitochondrie justement dans la à chaque fois la dernière, dans les pompes de création d'ATP. Donc tout ça, en fait, c'est des choses chez les oméga 3, c'est plein de choses, plein de petits trucs, du cuivre, du fer, du on a plein de choses qui tiennent en place cette mitochondrie et beaucoup chez le sportif, beaucoup de carences qui peuvent être liées et rapidement opérables par la nutrition et par du coup aussi le style de vie. Si c'est un trailer qui, a beaucoup d'impact, qui perd beaucoup de fer avec des micro-hémorragies, qui a des problèmes digestifs, on n'assimile pas le fer. Donc en fait, déjà juste comme ça, on arrive à décupler la puissance d'une mitochondrie et donc voilà, c'est, du coup le fer de lance d'un sportif qui, par rapport à quelqu'un de sédentaire, va vraiment, ouais, décupler les fonctions de la mitochondrie, quoi. Ouais, je pense que les sportifs et les sportives, tu parles du fer, il faut aussi parler des sportives, hein, si elles ont des règles hémorragiques, Mmh. souvent, enfin, très souvent, elles sont carencées en fer. Ou sportives végétariennes, c'est pareil, j'ai rien contre, mais attention quand même à ce Mmh. type de carence. Je pense que les sportifs qui sont un peu informés, ils connaissent la mitochondrie et ils savent que ils en ont besoin, enfin, ils ont besoin d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien par rapport à leur création d'énergie et donc leur performance. Euh, Ce qui est aussi connu, moi, ce que j'entends dans les sportifs un peu informés que j'ai en consulte, c'est la notion de ah oui, mais si je fais du sport, j'ai plus de mitochondries, donc ça va. Parce que c'est ce qu'on dit. Mais bah, peut-être, mais si tu en as plus, du coup, il faut les alimenter. C'est comme si tu construis une extension dans ta maison, tu mets une deuxième pompe à chaleur, bah, il faudra mettre plus d'alimentation pour que ça chauffe toute la maison. C'est pas magique, en fait.
C'est Ouais et souvent puis c'est la pas mitochondrie, tout on dit type la de sportif aussi, hein, il y a, les sports, à type aérobie qui décuplent le nombre et cetera et après il y a les sports intenses qui viennent plutôt ubiquité, trouver cette mitochondrie défaillante, les remplacer, et on n'est pas tout le temps dans un schéma qui décuple le nombre de mitochondries. Ça dépend de bah, l'activité. plus complexe que ce qu'on pense et ça, c'est vraiment toi l'experte. Mais en tout cas, au-delà de dire: «Ça fait la production d'ATP, ça me permet de performer dans le sens de production énergétique», il faut aussi savoir que c'est dans la mitochondrie qu'on fabrique ces hormones stéroïdes. Donc c'est les hormones sexuelles et les hormones surrénaliennes et tout ça, ça joue aussi un rôle dans la performance par rapport à, bah, à la gestion du stress, à la manière dont on est capable d'encaisser, la préparation et bah, le stress émotionnel qui est lié à une compétition, par exemple. Et par rapport à l'anabolisme enfin, au métabolisme, on va dire. Parce qu'un sportif, il a besoin d'anaboliser, c'est-à-dire pour faire de la masse musculaire pour, sa composition corporelle, et il a besoin de, compenser son catabolisme aussi, lié au effectivement au micro-traumatisme. Ça, c'est un truc que j'ai vu plusieurs fois en consulte et dans des consultations qu'on m'a rapportées chez des professionnels que j'encadre. La question de blessures qui guérissent pas bien ou de blessures multiples, hem, chez des gens, même des sportifs, voilà, de loisirs, et sur lesquels la plupart du temps, les praticiens en micronutrition, ils vont rester sur la question vraiment de l'inflammation en disant: «Tendinite à répétition», alors je pense aux oméga 3, au curcuma et cetera. Mmh. Sauf que la blessure, la lésion, en l'occurrence, si elle est pas inflammatoire, c'est pas de ça que ça parle. Ça parle vraiment du Exact. catabolisme et donc il faut vraiment, je sais que tous les praticiens sont pas formés à l'hormono, mais il faut vraiment au moins y penser pour dire, Mmh. bah, après on fait des recherches où on renvoie vers un praticien qui est plus formé à ça parce que, cette clé, cette grille de lecture hormonale, elle permet aussi de comprendre des situations, assez basiques, hein, physiologiques, de blessures, de performances, pour lesquelles les gens viennent nous voir. Mais encore une fois, même si on a une grille de lecture hormonale, c'est pour ça aussi que je pense si vous écoutez, ce podcast et vous dites: «Mince, je suis pas formée en hormono, comment je vais faire?» C'est pas grave parce que ça permet juste d'avoir, un raisonnement, de poser une hypothèse et après de dire: «Mais en fait, je sais faire». Parce qu'on l'a dit la dernière fois, quand on fait de la micronutrition, quand on règle, justement l'intestin, le statut en fer, le statut en Q10, le statut en vitamines, l'alimentation et l'hygiène de vie, peut-être on peut en dire un mot maintenant. On fait déjà de l'hormono parce qu'on va soigner la qualité de vie, on va dire, de la glande surrénale. Ouais. Donc soigner la ligne de production de l'hormone en soignant, bah, d'abord le taux de cholestérol, c'est important aussi. Il y a beaucoup de sportifs et de sportives qui ont des cholestérols bas. Donc nous, on n'est pas cardiologue, donc on se bat pas contre le cholestérol haut, on se bat contre le cholestérol bas. C'est quand même la molécule de base de tous les stéroïdes. Donc voilà, faire, Ouais. en sorte que l'alimentation et la fonction hépatique permettent d'avoir un cholestérol correct, suffisant, soigner la mitochondrie. Déjà là, on a fait une grosse partie du boulot et Et puis après il y juste a pour soigner la santé de le la glande cholestérol. surrénale elle-même. Je te coupe, mais je rebondis juste sur le cholestérol comme ça, hop, je fais une incursion. Chez Ouais, les vas-y. sportifs, ceux qui font des diètes restrictives parce qu'ils veulent sécher en pensant que du coup le problème c'est, les apports énergétiques alors qu'en vrai c'est l'inverse, c'est le stress qui s'est accumulé et qui viennent restreindre surtout au niveau du gras, c'est la cata. Mais en fait moi je récupère énormément de gens comme ça, et ils diminuent drastiquement leurs lipides et en fait ils se retrouvent enfin voilà dans, un manque de ce précurseur à la DHEA. Donc en fait, eux-mêmes, ils viennent creuser leur tombe et ce qui est assez drôle, c'est que, par exemple, dans le guide du Level 1 de CrossFit, il y a pour les entraîneurs déjà cette indication qui est dans le sport intense. À partir du moment où on voit qu'on perd du poids en ayant un bon, un bon apport calorique et énergétique qui viendrait des glucides, des lipides et des protéines, il y a une recommandation de tripler les lipides. Et du coup, c'est pour une bonne raison et en fait, c'est un petit peu comme, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, on vient rehausser et travailler sur le niveau hormonal par la nutrition, ce qui est normal, ce qui est faisable, en fait. C'est comme ça qu'on opère. Voilà, désolée. Bah, il faut au moins faire ça. Et le cholestérol, il est synthétisé, enfin, il vient en partie de l'alimentation, effectivement, par les lipides, les acides gras saturés, donc la viande, le fromage, les œufs, et puis, le gras la graisse de coco. Je le dis parce qu'il y a parfois des végétariens qui on se demande comment on va faire pour monter leur cholestérol, donc les petits energy balls avec de l'huile de coco, des trucs comme ça, voilà, petits tips pratiques. Ça peut aider un peu et en grande partie aussi, il est synthétisé dans le foie, donc il faut une bonne santé hépatique, ça c'est encore un autre sujet. À part,
la transformation des glucides via le signal insulinique. Et bah, ça, c'est particulier aussi, puisque les sportifs, souvent, ils ont une insuline basse, parce qu'ils n'ont pas tellement besoin de réguler leur glycémie avec l'insuline. Ils utilisent beaucoup de sucre dans le muscle. Donc voilà, tout ça, c'est un peu particulier. Ça nécessite souvent de décortiquer un petit peu des analyses métaboliques basiques. Hein, c'est souvent les choses que les médecins demandent, mais qui va effectivement pas s'allumer sur le plan médical. Je reviens à ce qu'on disait au tout début. C'est normal, hein, c'est absolument normal. Un médecin, il va pas s'affoler de dire votre cholestérol est trop bas ou votre insuline est trop basse, parce qu'en médecine, ce qu'on traque, c'est le syndrome métabolique, c'est maladies de civilisation. Et nous, encore une fois, c'est pas du tout de ça qu'on parle. Et nous, on est dans une analyse fonctionnelle et de la performance. Donc, on va regarder ces chiffres de manière totalement différente. C'est pas du tout de l'interprétation médicale, on fait pas du diagnostic, mais on prend ces chiffres-là pour tirer des conclusions de comment ça fonctionne la chaîne métabolique chez cette personne et comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Donc voilà, en bougeant un petit peu les apports, lipides, acides gras saturés, glucides éventuellement, en lien avec l'activité sportive. Ça, c'est un petit peu du coaching nutri spécifique, mais voilà, il y a plein de gens qui sont capables de faire ça. Et puis voilà, l'autre aspect sur lequel j'allais venir, c'est quid de la glande surrénale elle-même. Donc ça, pour le débat d'experts, on va dire, tout le monde n'est pas d'accord en fait, de dire que c'est ça en fait, quand tu disais, c'est discuter la question de la fatigue surrénalienne. Ce qui est discuté, c'est est-ce que c'est vraiment l'organe qui est fatigué? Parce que les gens qui ont étudié ça et qui étudient les hormones, y compris les hormones de contrôle de la surrénale au niveau du cerveau, ça, c'est pas des choses qu'on fait en pratique courante, mais dans les études, ça se fait. Il y a des gens qui pensent que bon, c'est pas la glande surrénale qui se fatigue, mais le cerveau qui arrête de demander dans le burn-out. Bon, ça, c'est vraiment pour les débats d'experts, franchement, c'est pas très important. Même moi, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je le comprends comme ça en tout cas. L'axe, en fait, dans la littérature, vous verrez peut-être, d'ailleurs, il y a des gens qui parlent de ça. J'ai vu un truc hier chez Sportif. L'axe HPA, ça c'est le terme anglais. En français, on dit l'axe corticotrope, c'est-à-dire la fonction surrénalienne. C'est pas que la glande surrénale, effectivement, cette petite glande endocrine qui se trouve au-dessus des reins, c'est tout l'axe de contrôle depuis le cerveau, l'hypophyse qui est le carrefour en fait de notre système nerveux et de notre système hormonal, et enfin l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande surrénale. Et tout ça, c'est plein d'étapes, c'est assez subtil, c'est assez complexe. On n'a pas forcément de lecture de chaque étape. Ce qu'il faut comprendre dans l'idée, c'est que en gros, l'axe il est dérégulé, il est dysfonctionnel. Et comment est-ce qu'on peut le soutenir? Ben, en fait, la réponse est dans l'énoncé, puisque l'hypophyse, c'est le carrefour aussi du système nerveux. Ça veut dire qu'en travaillant sur ce que le système nerveux détecte et donne comme information, ben, on va moduler la réponse. Donc ça, c'est d'une puissance incroyable et ça veut dire qu'on a une variété d'actions qui est infinie et qu'on peut adapter à la personne en termes de gestion du stress, de gestion de l'entraînement. Peut-être qu'on peut parler de la cohérence cardiaque, qui est enfin, des histoires de variabilité cardiaque qui sont vraiment des choses qui sont très étudiées chez le sportif. On peut parler de HRV, on peut parler de box briefing quand on a, par exemple c'est une technique qui est empruntée par les Navy Seals, qui permet de recalibrer le système nerveux et de pouvoir être à nouveau opérationnel sur le terrain ou d'être très conscient. Donc eux, ils l'utilisent, dans l'Ops et du coup, c'est intéressant. Nous, on peut aussi l'utiliser dans l'Ops de nos vies, habituelles. Mais du coup, c'est des choses qui permettent de recalibrer le système nerveux. Le HRV, c'est vraiment le meilleur signe si on a des bons trackers qui permet vraiment de comprendre dans quelle situation on se retrouve, dans une situation de fight ou justement une situation qui est plutôt apaisante, qui vient de contrebalancer ça. Et donc on a aujourd'hui des outils comme, Oura, comme, des Whoop, des métriques qu'on peut utiliser, il y a HRV for, Training qui est intéressant aussi. Il y a plein de choses qui permettent de pouvoir traquer ça. On peut traquer aussi sa base cardiaque au repos, aussi comprendre la moyenne aussi de ses battements cardiaques pour comprendre s'ils ont augmenté en moyenne ou pas. Tout ça, ça montre qu'en fait, il y a une régulation qui est en train de se faire et qui est, par exemple, quand ils augmentent, il y a un stress qui est vécu et que le corps essaie de le rétablir. Et à partir du moment où il aura baissé à nouveau et qu'il reviendra à sa baseline, ça veut dire qu'il aura opéré. Donc, ça ne sert à rien de réattaquer avant, quand encore il est dans le haut. Retrouver, par exemple, ces indicateurs bas pour pouvoir, ou réguler plutôt, pour pouvoir réattaquer des choses très intenses. Ça ne veut pas dire on fait rien, mais ça veut dire qu'on s'entraîne différemment dans les moments où notre système nerveux, il est pas prêt. Voilà.
Ouais, le HRV, ça veut dire, je sais pas, toi, toute ta clientèle connaît, mais peut-être pas la mienne. HRV, c'est variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un marqueur spécifique qui n'est pas la fréquence cardiaque en elle-même, parce que quand on fait du sport, c'est normal que la fréquence cardiaque augmente, ça, c'est pas un souci. La variabilité, c'est la moyenne je n'arrive pas à Entre expliquer, de distance C'est entre vraiment chaque battement. entre 2, ouais, entre chaque battement et d'avoir à chaque fois la différence entre les battements cardiaques, du coup, entre les battements cardiaques et du coup, ça permet d'avoir une métrique qui est, soit, de, je sais pas 80, 120, ça j'aurais bien voulu, mais du coup, plus c'est bas, plus on est dans le système qui est de fight, ça veut dire que le cœur, il bat beaucoup plus vite, en fait, en soi, puisque le rythme qui est entre ces battements cardiaques, il s'est raccourci et puis à partir du moment où on a un rythme cardiaque qui est plus apaisé et donc qui va aller battre de manière un peu moins rapide avec des espacements qui s'écartent, et ben du coup entre ces battements, bah, on est dans un système qui est plus apaisé. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'observation. Et juste un mot, parce que vraiment, le moyen d'action, il est hyper simple. Ça, c'est un cardiologue américain qui a découvert ça et qui l'a documenté par rapport à la cardiologie. Mais en fait, là, il y a vraiment une application pratique pour nous. C'est cette fameuse pratique de la cohérence cardiaque, qui est une technique en fait de respiration. On dit cohérence cardiaque, mais c'est une technique de respiration. Et ce qui est absolument génial, en fait, tout le monde le fait depuis longtemps dans le yoga. Il y a plein de pratiques ancestrales où on utilise la respiration. Pas forcément de cette manière, mais c'est juste pour faire le parallèle. Que la respiration, c'est le seul mécanisme qui est un mécanisme autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir à notre respiration, heureusement, ça se fait tout seul, mais qu'on peut aussi changer par la volonté. Alors que par exemple, le battement cardiaque et la variabilité fréquence cardiaque, c'est 100% autonome, on ne peut pas agir dessus par la volonté. Et donc la respiration, c'est une porte d'entrée qui nous permet, si on contrôle notre rythme respiratoire, avec cette technique qui est juste inspirer 5 secondes, souffler 5 secondes, c'est vraiment pas compliqué. Il y a même des applis pour apprendre à le faire. Ça, c'est une porte d'entrée vers le système nerveux autonome qui va permettre de rétablir une meilleure variabilité de fréquence cardiaque. Donc, le HRV, c'est un bon marqueur d'observation. Mais ensuite, l'idée, c'est de mettre en place des choses pour pouvoir le rétablir. Donc ça, c'est vraiment une porte d'entrée intéressante pour aller re-réguler un petit peu le système corticotrope. Bon, il y a évidemment aussi le sommeil. Euh, Bon, je l'ai dit, la problématique, c'est que le sommeil peut être dérangé par plein de choses. On ne suffit pas de dire faut beaucoup dormir. Alors oui, il y a des gens qui ont des mauvaises habitudes, qui vont se coucher trop tard, qui vont rester devant des écrans tard, parce que ça, on me le dit, hein, c'est le seul moment que j'ai pour moi. Parce que les enfants toute la journée, donc à 23h, c'est le seul moment où je me détends en regardant Instagram. Bah oui, mais du coup, tu te détends pas parce que tu stresses ton cerveau avec un Mmh. écran. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles c'est assez facile d'agir et je pense que tout le monde sait, même si ça fait pas de mal de le dire. Mais Oui, il le faut le dire. problème du sommeil, il peut être lié à d'autres choses. Particulièrement quand on a déjà un système corticotrope dérégulé, où du coup, ça peut être vraiment le bordel. On est trop éveillé, en fait, on n'arrive pas à faire de la Éveillé, oui. mélatonine. On est trop speed, on est justement en fight or flight, en vigilance, alors que c'est la nuit. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment essayer d'augmenter, d'amplifier les marqueurs que le système nerveux comprend, donc la lumière et l'obscurité, l'action et l'inaction. Et on peut utiliser la mélatonine, ça marche bien, ça permet un peu de court-circuiter ce système. C'est aussi une hormone qui est en vente libre. Là, c'est même un complément alimentaire à ce stade, hein, c'est vraiment sans aucun danger, mais c'est une hormone. Donc ça a une action de favoriser le sommeil. On peut mettre ça en place le soir pour justement couper, parce que la mélatonine va empêcher le cortisol de monter. Donc elle empêche la glande surrénale de travailler. Ça permet parfois de faire une porte d'entrée dans un système qui est trop dérégulé pour abaisser le système la nuit, ce qui va lui permettre de repartir le lendemain, enfin le matin au réveil. Et donc, pour faire le lien aussi avec l'activité sportive, un truc sur lequel moi j'insiste énormément avec mes patients à moi qui ont une activité sportive de loisir ou on va dire faible, et j'aimerais bien avoir après ton avis et ton parallèle avec ton activité à toi, c'est que normalement, ce système corticotrope, il fonctionne selon un rythme circadien. Ça veut dire sur 24 heures, il n'a pas la même action, c'est logique. Donc on a dit la nuit, il doit vraiment s'apaiser grâce à la mélatonine. Ça permet de dormir, de se reposer, de récupérer. Euh,
de le remettre en place pour le lendemain. Et puis le lendemain, ça doit repartir. Et le cortisol particulièrement, celui qui nous met justement dans la vigilance, dans l'action, il doit monter le matin. Donc moi, j'insiste énormément chez les gens qui sont dérégulés pour mettre de l'amplification dans ces chronorythmes et de mettre l'activité physique le matin, exposition à la lumière du jour, petit déjeuner protéiné et activité physique. Ça, c'est vraiment la sainte trinité de la glande surrénale. Mais sauf que c'est difficile en fait, parce que les gens ils vont au travail, ils vont plutôt s'entraîner le soir. Mmh. Donc, faut trouver des stratégies. Et si en plus l'entraînement du soir, il est professionnel D'accord, avec un enjeu, alors là, d'accord. c'est très compliqué à entendre pour les sportifs quand on leur dit ça. Toi, tu fonctionnes comment? Alors avec les, sportifs professionnels à enjeu, par exemple ceux qui sont boxeurs et qui vont en plus performer le soir à des heures, voilà, pas possibles et cetera, ben, il y a pas le choix et en fait, il faut que mais c'est pas un sport santé, en fait, hein, c'est un sport, payé. Donc en fait, ces personnes-là, elles s'entraînent, professionnellement. C'est comme quelqu'un qui fait des chiffres de nuit. On sait que c'est pas l'idéal, mais c'est un métier. Donc en fait, c'est la même chose et dans ce cas-là, il faut trouver des moyens de pouvoir optimiser, de pouvoir compenser et surtout et on peut pas changer l'entraînement à ce moment-là. Mais par contre, on peut changer toute l'hygiène alimentaire qu'il y aura au réveil et autres, voilà. Par contre, pour les autres, c'est vraiment de trouver des substitutions, hein, trouver des moyens d'organiser, peut-être se lever plus tôt, se coucher plus tôt, mais du coup, se lever plus tôt pour faire, le son activité sportive avant la journée plutôt qu'après. En plus, l'intention, elle est pas la même. En général, les gens qui s'entraînent le soir, ils ont plus d'énergie, donc en soi, ils seront contents sur le long terme parce qu'ils vont pouvoir progresser. Ils auront l'énergie du matin, ils seront mieux régulés, donc en fait, ils ont vraiment un cercle vertueux qui est atteint alors que dans l'autre sens, c'est plutôt palliatif en fait, son activité sportive, c'est parce que je dois le faire. Hem, donc en gros, j'essaye de faire sauter cette activité le soir quand elle est pas utile et notamment, bah, quand c'est, du sport intense, soit, ben, il y a pas le choix. Dans ce cas-là, c'est trouver rapidement et une vraie, avoir une routine très, très, très cadrée alimentaire, pour pouvoir retourner pour aller au sommeil rapidement, donc avec, des glucides et autres. Ce que certains diètes vont peut-être aussi dire l'inverse, faut pas manger des glucides le soir, c'est cata. Après, il y a aussi tout de suite resynchro, le système nerveux. Donc là, il faut pas rentrer avec de la musique fort dans la voiture, plein de choses qui apaisent et après, c'est de pouvoir, tout de suite mettre en marche, l'action du sommeil, quoi. Comment est-ce que je vais pouvoir dire à mon cerveau que c'est vraiment fini, rapidement? Ça va prendre plus de temps, mais il faut être beaucoup plus, drastique dans ses moyens de faire à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Ouais, socialement, c'est pas toujours évident. Moi qui ai plutôt face à moi des gens qui ont une activité sportive modérée, mais qui ont aussi un travail et une vie de famille, Mmh. de dire, «Je vais rentrer, je dois être au lit à 22 heures et c'est comme ça et je vais pas manger la raclette avec vous le soir et je vais pas picoler le soir» parce que justement, en fait, si tu mets l'activité sportive le soir, ça bouge un curseur. Si tu veux pas bouger celui-là, tu dois être plus drastique sur les autres. Donc c'est pas Exact. forcément évident, mais c'est indispensable. En fait, ça sert à rien de vouloir aller maintenant prendre plein de compléments alimentaires, des plantes, de la phyto, de la mycothérapie, plein de trucs. Si tu fais pas ce qui est faisable, on peut pas être parfait pour tout, mais Exact. ce qui est Mmh. faisable, effectivement, dans l'assiette, dans la gestion du stress, dans le retour au calme, dans la qualité de ton sommeil, dormir sans écran dans la chambre, fermer les volets, même prendre un masque de nuit, des boules qui tout ça quand tu te déplaces, par exemple, pour les gens qui font de la compète ou qui vont faire du sport ailleurs. En fait, ça demande de penser à des trucs. C'est un petit peu contraignant, mais en fait, c'est de la contrainte pour ton bien-être. Donc, c'est indispensable. Et ouais, effectivement, moi, je donne souvent le conseil pour les gens qui font pas de sport du tout. Je leur dis, il faut faire un truc. Le matin, vous faites un truc. Même si c'est, mais vraiment, hein, assis debout 10 fois sur la chaise, mais vous faites assis debout 10 fois sur la chaise. Ou vous sortez avec le chien ou quoi, mais vous marchez vite. C'est pas, on va regarder les petites fleurs et les papillons parce que le matin, tu veux lancer la machine. Donc tu dois être dans cet esprit fight or flight. Je suis un homme préhistorique, je sors de ma grotte, je vais chasser, je sais pas quoi d'ailleurs, la viande. Parce que ce système, il date de cette époque. Il n'a pas changé en fait. C'est un système qui est mis dans nos gènes d'hommes préhistoriques depuis tout ce temps. Et donc la gestion du stress, c'est ça, c'est essayer de reproduire un truc tel qu'on a été programmé pour le faire. Donc le matin, oui, de l'action et effectivement l'état d'esprit. Donc moi j'aime bien faire de la course à pied. Si j'y vais le matin, je vais mettre Strava, je vais mettre de la musique, je vais me dire, je vais On arriver à envoie. je vais
essayer de faire un truc, je vais essayer de courir à moins de 6 minutes le kilomètre. Je n'y arrive toujours pas, Myriam, mais si c'est le matin, j'essaye. Et si c'est le soir, j'y vais dans un autre état d'esprit. Ça m'arrive, j'ai passé toute la journée à l'ordinateur, il y a du Ouais. soleil, finalement, je me dis, bon, je vais faire un petit run ce soir. Mais là, par contre, je fais pas de performance. J'y vais pour être à l'air frais, pour être dans les arbres, pour me dégourdir les pattes, mais pas dans cet état d'esprit où je veux allumer mon système nerveux, parce que je sais que si, le soir, c'est pas bon. Oui. Et pour reprendre l'exemple de mon sport à moi, qui est la danse, c'est quand même du sport. On transpire beaucoup, on fait beaucoup de poussées cardiaques et tout. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça me crée des problèmes, bien que ça soit le soir et très tard, beaucoup trop tard pour Mmh. mon confort à moi. Moi, je serai au lit à 22h, mais la danse latine, ça commence à 22h. Mais en fait, l'état d'esprit est pas le même. Parce que c'est pas de la compétition, en tout cas pas pour moi. C'est du loisir, c'est social, ça me permet de voir des gens. Je bois pas d'alcool, parce que sinon tu peux pas danser, tu peux pas faire du tour. Donc c'est quand même dans une hygiène de vie qui fonctionne. Mais n'empêche que le truc que j'ai trouvé, c'est quand je rentre de la danse, qu'il est vraiment tard, je prends de la mélatonine tout de suite. Parce que justement, comme tu disais, tu rentres d'un sport, d'une activité physique, il y a de la musique, il y a du bruit, tu as des interactions sociales, donc ça élève plutôt ton niveau de stress, entre guillemets. Donc, tu veux compenser, tu rentres dans le silence, dans le noir, tu te mets en confort, chaleur, glucides, mélatonine, et puis comme ça, tu arrives à tamponner un peu l'effet négatif. Mais je pense que si je faisais de la danse en compète, ça serait différent. Parce que du Mmh. coup, l'état d'esprit serait pas le même. Donc en fait, quand on dit aux gens qu'il faut adapter et amplifier les chronorhythmes, il y a une réalité de l'activité, de faire ou pas faire. Mais il y a aussi, à l'intérieur de l'activité, adapter dans quel mindset tu le fais et Mmh. dans quel environnement. Euh, Lumière, bruit, interaction avec les autres, etc. Et donc, on a des leviers même à l'intérieur de certaines contraintes. Et si vous cherchez un produit pour optimiser votre sommeil, vous pouvez utiliser Night de Leonid, ça c'est le moment pub, mais où il y a de la mélatonine, de la théanine, du magnésium, tout ce qu'il faut, du reishi pour pouvoir, bien dormir et avoir un rituel d'endormissement avec, une boisson chaude qui permet de pouvoir, être, réconforté. Mais voilà, c'était le moment pub. On est tellement forte en marketing que, en fait, c'est tellement sincère que j'ai goûté Night hier et c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Mais je Ouais. l'ai goûté hier et alors j'ai pas mis dans une boisson chaude, j'ai fait un petit test, mais j'en parlerai dans d'autres circonstances, un petit test recette et ben évidemment, c'est très très bon et j'ai très bien dormi, vraiment pour Ah! de vrai. Tu vois? Et Ouais. voilà. Je le sais, hein, j'ai confiance en tous les produits, je sais que je les ai créés. S'il y en avait un qui était inutile, je l'aurais déjà jeté ou j'aurais arrêté, voilà. Mais ouais, il est assez efficace. Moi, je sais que souvent, je me réveille trop tôt, trop bien déjà réveillée. Je me dis: «Mince, moi, j'aimerais bien faire ma grasse mat que 7 heures là». Et là, à 5 heures, je suis là dans le lit. Bon, ben, c'est bon, j'ai fait ma nuit. Pourquoi? J'ai la forme. Donc de temps en temps, je me dis: «Je le prends pas, sinon je suis trop en forme». Mais j'aime bien traîner dans le lit. Mais en vrai, ouais, il fonctionne bien pour les personnes qui sont hyperactives, surtout dans cet aspect-là, en fait. Les personnes qui dorment bien, q ça sert à rien, hein, d'accord? Mais les personnes qui justement, cogitent beaucoup, il y a plein de choses qui sont mis en place là-dedans pour pouvoir aller apaiser ce système, arrêter, l'électrification, voilà, des neurones qui envoient à chaque fois des petits coups de jus pour réfléchir à plein de projets et de Ouais, c'est ça. pouvoir apaiser ça. En fait, c'est C'est l'intérêt de alors la mélatonine, j'en ai parlé plein de fois, c'est vraiment un court-circuit hormonal, c'est-à-dire que ça empêche la glande surrénale de flamber la nuit, donc en fait, c'est très physiologique. c'est Ça anti-inflammatoire pour les sportifs. c'est vraiment sans accoutumance, tout ça, quoi. Mmh. Et les adaptogènes, c'est vrai que tu as parlé du reishi, en fait, je dirais un dernier mot là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup utiliser justement dans la régulation de l'axe corticotrope et dans la fatigue surrénalienne et la gestion du stress, de manière générale. Avant d'utiliser la substitution hormonale, bien avant, on a effectivement plein de possibilités d'utiliser des plantes ou des champignons qu'on appelle adaptogènes, qui ont Mmh. cette capacité effectivement à venir ramener de la régulation, puisque justement on parle de dérégulation et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire là. C'est pas juste on-off. Et donc ces plantes-là, il y a aussi l'ashwagandha par exemple, moi j'aime bien. Bon, il y a d'autres possibilités selon un peu le type de personne. Elles vont ramener de la régulation propre à chaque personne, donc on ne peut pas vraiment se tromper, on ne peut pas faire de mal, on ne peut pas aller dans un extrême. Et Mmh. ça permet effectivement, comme tu disais aussi,
bah, moi, en tout cas, là, en ce moment, je suis là-dedans parce que je suis en train de déménager et tout ça, donc je pense à plein de trucs, ma liste, ma to-do list et tout ça. Et en fait, être capable de redescendre en pression pour pouvoir dormir, parce qu'en fait, on a besoin du sommeil, on a besoin d'éteindre ce système, et en même temps garder son acuité cognitive pour le lendemain être quand même capable de faire face à tous ces défis. Donc le but, c'est pas de calmer en étant assommé, c'est de calmer au bon moment. Les adaptogènes, c'est bien pour ça, pour garder de la clarté mentale et de la performance pour la suite. Donc Oui. on a des outils comme ça et ça fonctionne bien. Il y en a plein. Et du coup, on a donné plein de pistes déjà pour toutes les personnes qui sont fatiguées de manière chronique, et on va après du coup, donner les solutions là et je vais les résumer. J'ai noté au fur et à mesure pour structurer un peu toute notre conversation. Ceux qui ont du mal à cicatriser, mal à récupérer, ceux qui, du coup, sont un peu dans cette situation où par exemple, comme tu disais, il y a des incertitudes en termes de choix, de voilà, plein de petits indices comme ça qu'on a donnés lors de ce podcast. Donc, si vous êtes retrouvés dans les descriptions qu'on a faites, il y a déjà cette base à opérer avec le sommeil, on a mis. C'est le système de lumière, obscurité, action, inaction, des compléments comme la mélatonine ou le night. L'entraînement aussi, qui est pas forcément très intense le soir, l'adapter à sa routine. Réguler son système nerveux, on a dit cohérence cardiaque, on a parlé de box briefing, on a parlé aussi des adaptogènes qui seraient à adapter en fonction de la personne. On parlait de l'ashwagandha par exemple. On a aussi faire attention aux précurseurs, donc déjà de la mitochondrie, de nos usines à énergie et donc ça viendra aussi pour la fatigue chronique en fait de manière par exemple si on manque de fer, forcément ça va opérer sur plein de systèmes du métabolisme et de fatigue, mais aussi sur le fonctionnement surrénalien et par du coup, ce fonctionnement hormonal et donc mitochondries, fer, cuivre, oméga 3, on avait dit quoi encore? Coenzyme Q10, en fait, il y en a tellement. Il faut une bonne T3 aussi et ça aussi, les hormones thyroïdiennes. On peut faire encore 5 épisodes de podcast Voilà, sur la thyroïde, ce sera pour la suite. voilà, il y a plein de choses, on en parlera, sûrement une prochaine fois. Donc tous les précurseurs de cette mitochondrie et on parlera aussi des précurseurs qui est comme donc mitochondrie et aussi du cholestérol, qui est un des précurseurs des hormones stéroïdes. Donc attention aux diètes qui sont très pauvres en acides gras, surtout pour les sportifs et je ne parle pas des personnes sédentaires. Moi, dans mon cas, moi, je vois beaucoup de gens qui font des choix drastiques dans l'alimentation ou qui suivent des plans diététiques qui sont très, très maigres en lipides, qui peut OK pour une personne sédentaire avec peu de stress physique, mais et encore, il faut aussi bien l'optimiser, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut le supprimer, mais pour les sportifs, s'il vous plaît, arrêtez de supprimer le gras, quoi. Ça, c'est de la cata. Moi, un cholestérol bas, en fait, je sais tout de suite que, voilà, il y a la DHEA qui sera basse, aussi et c'est franchement à 90 du cas vrai. Donc est-ce que j'ai bien résumé? Bah, je crois, hein, après ça part dans tous les sens, mais c'est normal parce que c'est comme ça la physiologie du corps humain. Donc Mmh. bah, c'était un axe, on voulait parler de ça un peu aujourd'hui, surtout parler de cette DHEA qui est uniquement connue comme hormone de jouvence et qui est bien plus que ça. Mais effectivement, c'est intriqué dans plein d'autres systèmes, donc c'est d'autres choses dont on pourra parler, dans d'autres épisodes. L'idée, c'était que les gens s'imprègnent un peu de cette connaissance et se disent: ah bah tiens, en fait, il y a une grille de lecture hormonale parfois sur des choses où on ne l'avait pas. Et toujours de ramener à individualiser chaque protocole, parce qu'aussi bien au niveau nutritionnel que entraînement, hygiène de vie, gestion des émotions aussi, bah, c'est propre à chaque personne, à ses objectifs sportifs, à son mode de vie, à ce qu'il est prêt à faire ou pas. Donc, on donne des informations, mais après, ça, ça prend un sens différent pour chaque personne. Et c'est pour ça qu'après, les suivis individuels, c'est quand même ce qui marche le mieux. Oui, forcément. Et donc sur ces belles paroles, on va vous laisser puisque ça fait 1 h 03 minutes, mais ça fait 1 h 04 qu'on parle. En tout cas, j'espère que, bah, cet axe-là d'amélioration, va vous aider, en tout cas en écoutant ce podcast et on vous rejoint dans pas longtemps avec un nouveau podcast. On va trouver des idées en fonction des personnes qu'on rencontre dans nos parcours et des sujets qui sont évocateurs pour ce podcast et puis on se retrouve très bientôt. Merci Elsa. À bientôt, Myriam. Salut!